Salut les amis, c'est Alexplorer. Aujourd'hui on reprend la route de la Nouvelle-Zélande pour ce 5e épisode où je partage mon road trip avec deux nouveaux compagnons de voyage. J'espère que vous allez kiffer ce format un peu différent. Bonne vidéo à tous. Bon, on est à l'aéroport d'Auckland et je suis venu récupérer mon père qui vient passer 3 semaines avec moi, avec son pote, et je crois que je le vois, c'est trop fou. Après 24 heures d'avion, les voilà bien arrivés au pays des Kiwis. Bon, on se retrouve dans le camping-car aujourd'hui. On devrait réussir à faire le tour au moins quasi complet de l'île sud très vite. Et une petite partie de l'île nord, voilà, bon 3 semaines forcément c'est juste, mais je pense qu'on a le temps quand même de voir une sacrée partie du pays. Et là comme vous voyez je suis dans le camping-car dans lequel on va passer 3 semaines, donc j'ai conclu que je dormirai là. J'ai un lit très grand, immense, donc c'est génial, ça va un peu me changer de la voiture. Là ici vous voyez, donc là ça sera la table où on mangera. Cuisine quoi, et qui fait aussi lit, donc on baisse ce truc là, on le met en dessous et après ça fait un autre lit. Et ensuite dans le fond là, donc vous avez la dernière un peu en salon quoi, on va dire, avec du coup un autre lit, la table qui est là, qui se met au milieu en fait, qui fait donc un 3e lit, donc on sera 3, on aura chacun un grand lit, c'est top, plein de rangements, de placards partout machin. L'évier avec l'eau chaude et compagnie, c'est génial. Là, on va pouvoir faire des bons petits plats avec la cuisine, la gazinière, le four, tout est bon. Ça va faire plaisir de pouvoir refaire un peu la cuisine parce que ça me manque. Le micro-ondes, la télé. J'ai vu qu'on avait aussi une radio ici, donc on pourra se mettre des petits sons pendant l'apéro, c'est top. Et un truc qui va aussi pas mal me changer la vie, c'est qu'on aura directement des toilettes. Là, bon, il y a les serviettes en dessous, mais des toilettes. Et hop, vous voyez une douche. Une vraie douche avec de la place et tout. Donc ça fait plaisir, je vais un peu vivre dans un luxe certain. Ah oui, et puis forcément aussi qui fait plaisir, parce que pour faire à manger, il suffit pas d'avoir juste une cuillère, mais des produits frais, parce qu'on a un frigo. Et un frigo qui est d'ailleurs relativement grand. On a déjà mis 2-3 trucs dedans. Donc voilà, ça fait grand plaisir. On va partir pour 3 semaines avec cet engin. J'espère que ce soit pas trop compliqué à manœuvrer, à conduire ou quoi. Mais normalement, ça devrait le faire. Et on se retrouve pour la suite des aventures. Allez, on va ensuite faire une bonne nuit de sommeil à Auckland avant de partir pour faire un tour du pays en 3 semaines. Première étape, les Coromandel, cette région sauvage de l'île Nord. On se retrouve au milieu de nulle part, on est tout au nord des Coromandel là. Et donc vous voyez derrière moi le petit train là qu'on va prendre tout à l'heure. Bon, dans 20 minutes à peu près. Une balade de 1h30, du coup et on va passer donc, au milieu de la jungle. D'après ce que j'ai compris, donc c'est un gars, il y a une mine d'or, en fait c'est le gars qui a tout construit, il y a un gars qui a tout construit lui-même. Comme on a un peu de temps avant le départ du train, on va faire un tour dans un tunnel mystérieux pas loin. 4-10, regardez par rapport à la taille de ma main. Par rapport à la taille de ma main. C'est énorme. Les Coromandel abritent des weta géants, ce qui veut littéralement dire dieu des choses laides en maori, faut le savoir. Ils font partie des plus grands insectes nocturnes au monde et peuvent peser jusqu'à 3 fois le poids d'une souris. Du coup, je suis dans la mine d'or. Petite mine d'or. On voit les trucs autour de moi, au-dessus de moi, partout. Au-dessus de moi, putain, c'est tellement flippant. Ah, il y en a plein là, bon. Allez, on est sur le train. Avec une moto. On embarque à bord de l'emblématique Driving Creek Railway, serpentant à travers la forêt subtropicale luxuriante des Coromandel. Ce chemin de fer de montagne unique en Nouvelle-Zélande nous transporte au cœur de la nature d'une façon improbable, une expérience super chill.
Absolument tout ce que vous voyez ici a été construit avec passion par le potier Barry Brickell. C'est incroyable de voir tout ce que ce gars a créé de ses propres mains, c'est le fruit d'une immense partie de sa vie. Et au bout du voyage, le paysage s'ouvre, dévoilant une vue panoramique à couper le souffle sur le golfe de Hauraki et ses îles, une récompense inoubliable au sommet de ce voyage enchanté. On continue dans les Coromandel pour se diriger vers Cathedral Cove, une merveille naturelle bien connue en Nouvelle-Zélande. Malheureusement, à cause du cyclone qui est passé en début d'année, la plage principale est toujours interdite d'accès. Tant pis, on se gare pas très loin en sécurité pour passer la nuit ici. Le lendemain, on se dirige vers Wai'i, un petit village très connu pour sa mine, mais d'abord, on fait un petit détour par sa jolie cascade. On se trouve à la Gold Mine de Wai'i, qui est une immense mine à ciel ouvert. Vous pouvez voir l'observation ici. Et regardez derrière moi. Là, on va faire décoller le drone et je pense qu'on va avoir un plan sympathique. En explorant les environs de la mine de Wai'i, on découvre ce mémorial en croix blanche. Il commémore les mineurs tués lors de la grève de 1912, un épisode marquant de l'histoire ouvrière néo-zélandaise. La mine de Martha à Wai'i est l'une des plus anciennes mines d'or et d'argent de Nouvelle-Zélande. Découverte en 1878, elle a produit plus de 170 tonnes d'or et 1200 tonnes d'argent avant sa fermeture en 1952. La Nouvelle-Zélande est réputée pour ses sources chaudes naturelles, vous l'avez bien compris depuis le début du film, et parmi elles, The Lost Spring à Whitianga, sur la péninsule des Coromandel, se distingue vraiment des autres. Ce havre de paix offre des bassins thermaux alimentés par une source minérale jaillissant à 667 mètres de profondeur, avec des températures variant entre 32 et 40 degrés. On est en plus entouré d'une végétation luxuriante, c'est vraiment l'endroit rêvé pour se ressourcer. On se retrouve dans les Hautes Poules à Whitianga aujourd'hui. On est dans un spot du milieu du paradis sur cette planète. Une petite grotte d'eau chaude comme ça. Ça, si on n'est pas bien. Bon, le lendemain, changement d'ambiance, on repart pour Wairere, un lieu qui me rappelle pas forcément que des bons souvenirs. C'est là où j'ai craché mon premier drone, si vous vous souvenez bien. Donc cette fois, il va rester au camping-car, en plus le temps est beaucoup plus pluvieux que la dernière fois, même s'il y a un peu moins de vent. En tout cas, cette balade reste toujours un régal et le point de vue en haut, il est quand même toujours sympa. Bon, on se retrouve aujourd'hui, on vient tout juste de rentrer à l'Eden Park. Donc le stade de Nouvelle-Zélande, pour aller voir un match de rugby forcément. Comment venir ici et ne pas aller voir un match de rugby, quelle erreur. C'est un match du championnat contre une équipe, une sélection des îles Tonga, Fidji, Samoa. On va aller faire un petit tour là, du coup on va aller se balader un peu autour du parc. Comme vous le savez, le rugby est profondément ancré dans la culture néo-zélandaise, et même si moi je suis pas un passionné, c'est quand même un endroit mythique, le stade des All Blacks quoi. Ce stade, il est vraiment particulier avec les finales de Coupe du Monde qu'il a accueillies, et notamment celle qu'on a perdue en 2011, avec un vieux score de 8-7. Directement sur la pelouse. Incroyable. Là, je suis allé voir un match de la Ligue du Pacifique qui s'est terminé par une victoire des Blues d'Auckland contre les Moana Pacifica. C'était super serré, d'ailleurs ça chauffe un peu à la fin, mais bon, en vrai il y avait une bonne ambiance. Maintenant on va se poser un peu au camping-car avant de reprendre la route vers Rotorua. Comme on est à Rotorua, on fait forcément un arrêt sur le magnifique site de Waiotapu et sa turpin pool incroyable, mais je vais pas m'attarder longtemps sur ce site dans cet épisode, je vous ai déjà montré ces images époustouflantes dans l'épisode 4. Et si vous ne l'avez pas encore vu, allez jeter un œil.
Par contre, la dernière fois, j'ai manqué un truc bien stylé à Hawaii Otapu, donc je regrette vraiment pas d'être venu. C'est le Lady Knox Geyser, une histoire surprenante. Il a été découvert en fait dans les années 90 par un prisonnier qui lavait son linge en fait dans les sources chaudes à côté. Un jour, il a accidentellement jeté du savon en fait dans la source et il s'est retrouvé avec une éruption de fou comme ça. Depuis, presque tous les matins vers 10h15, les gardiens du parc perpétuent la tradition et déclenchent l'éruption pour nous faire profiter du spectacle. En rentrant à Rotorua, on tombe sur une famille de pukeko, ces magnifiques oiseaux endémiques de la Nouvelle-Zélande. Il fallait que je vous en parle un peu parce qu'on les croise pas mal ici. En plus, ils sont super beaux et ils courent un peu vite. Comme on est dans la région de Rotorua, je suis obligé de les emmener dans mon camping préféré, à Waikite, que vous connaissez bien. En plus, on a de la chance pour le temps cette fois-ci. Ensuite, on redescend au sud direction Taupo en faisant un arrêt par la magnifique cascade de Huka Falls. C'est quand même un incontournable en Nouvelle-Zélande. Bon, il faut quand même que vous sachiez que pour faire un tour de la Nouvelle-Zélande en 3 semaines, il faut pas mal rouler, donc on fait en moyenne 3 heures de route par jour. Mais comme on est plusieurs conducteurs, ça se passe très bien, puis le décor change vraiment tous les jours. Ici, on peut voir de loin le Tongariro qu'on retrouvera dans la prochaine vidéo, et j'ai sacrément hâte. Après une bonne nuit de sommeil, on commence la journée par quelques pancakes pour reprendre des forces avant de se balader à Castle Point, un autre incontournable pour moi que vous avez déjà vu aussi dans l'épisode 4. Maintenant let's go, on va aller se balader sur cette merveilleuse plage. Maintenant, direction Castle Rock pour apprécier la vue d'en haut, mais avant on tombe sur un gros pépère et c'est la première rencontre de mon père avec un Sea Lion. Il était un peu grognon. Je parle du Sea Lion. C'est toujours un réel plaisir de croiser ces animaux ici, même si on s'y habitue un peu quand on voit quelqu'un les voir pour la première fois. Moi aussi ça me rappelle la première fois que je les ai vus, j'étais comme un gamin devant ces monstres marins, et malgré le fait qu'ils soient pas super jolis et qu'ils sentent pas très bon, bah je les aime quand même bien avec leur allure de vieux papy grincheux. On apprécie toujours cette vue imprenable sur la faille de Castle Point, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de vent que la dernière fois, impossible de faire décoller le drone ici aujourd'hui. Ensuite on redescend, prochaine étape tout au sud de l'île pour retrouver les Putangiroa Pinnacles, mais on est rapidement stoppé par un autre petit rappel de la Normandie. On arrive finalement à ce qui est pour moi un autre classique de l'île Nord, les Putangiroa Pinnacles et ces grands pics rocheux très instables. Ce décor du Seigneur des Anneaux me procure toujours une sensation particulière quand j'y vais. Je pouvais pas ne pas leur faire découvrir cet endroit magique. Prochaine étape, Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande, que j'avais pas eu trop l'occasion de vous montrer pour l'instant. C'est une ville culturelle plutôt calme par rapport aux villes européennes, mais tellement paisible, il fait hyper bon vivre dans tous les quartiers, les gens sont chill et accueillants, c'est peut-être pour ça qu'on m'y reverra plus tard dans le film. Aujourd'hui, on est à Te Papa, c'est le musée le plus connu de Nouvelle-Zélande. Super grand musée, super beau. J'ai déjà visité une exposition sur le contingent néo-zélandais qui s'est battu dans les Dardanelles pendant la Première Guerre mondiale. C'est super sympa, c'est vraiment, je recommande le musée, j'en suis qu'au début et c'est déjà vraiment top. Donc on va continuer la visite, tranquille.
Les totems maoris, souvent ornés d'yeux en coquillage de paoa, sont des sculptures représentant des ancêtres ou des figures mythologiques et servent à transmettre l'histoire des lignées familiales. La culture maori est encore très présente en Nouvelle-Zélande, j'ai pu en voir pas mal de rappels pendant le voyage. On peut voir derrière moi le fameux traité de Waitangi, qui a été signé du coup en 1840 entre la couronne d'Angleterre et plus de 500 chefs de tribus maoris, qui stipule que les terres néo-zélandaises appartiennent désormais à la couronne d'Angleterre, que les Maoris peuvent continuer à vivre, à pêcher, à chasser, à faire leur vie dessus, mais que les Anglais peuvent en acheter des parties. Et en contrepartie, ils sont sous la protection en fait de la couronne d'Angleterre. On est au 4e étage du musée, dans la partie maori. Vous pouvez voir derrière moi les grandes pirogues. Les Maoris étaient aussi des grands navigateurs polynésiens. À l'aide de leurs waka, ces grandes pirogues qui pouvaient embarquer jusqu'à 80 personnes, ils ont exploré une grande partie de l'océan Pacifique pour découvrir Aotearoa, autrement dit la Nouvelle-Zélande. On se retrouve avec une vue extraordinaire. On va bientôt arriver dans le détroit de Cook et c'était un peu la tempête en partant de Wellington. Là, donc on va traverser, c'est la deuxième traversée du détroit de Cook et cette fois-ci avec un temps beaucoup moins clément que la première fois. J'accroche bien mon téléphone parce que là c'est assez puissant comme on peut le voir. Je suis monté sur le pont supérieur, je sais pas si on m'entend bien. Ça souffle. C'est fou. Ah. Ça c'est l'aventure, putain. Arrivé sur South Island, on commence le tour de l'île dans le sens inverse de celui que j'avais fait il y a quelques mois. La première étape sera donc la super rando d'Abel Tasman et ses jolies plages. Arrivé sur Apple Tree Bay, la plage où je m'étais posé il y a quelques mois avec Seb, on se dit que c'est l'endroit parfait pour se faire une petite pause café et puis on se trouvera une autre baie pour aller pique-niquer. Et hop, j'en profite pour faire un petit coucou en drone à un bateau qui passait par là. Et avant de repartir, on laisse aucun reste grâce à nos amis les Weka qui sont des petits malins. Dès qu'on avait de tourner, ils ont profité pour venir fouiller nos sacs, mais bon, on les aime quand même, ils nous auront bien fait marrer. Ensuite, on repart tranquillement après une grosse journée de balade toujours aussi sympa. Et ce ciel rose là, franchement c'est quelque chose. Le lendemain, on arrive dans un endroit qui m'a tellement fait rêver. C'est un plaisir de faire découvrir Punakaiki à mon père et à Michel. Alors je vous passe les magnifiques plages et les pancakes rocks que vous pouvez déjà retrouver dans l'épisode 2. Ici, on est sur la route de Cave Creek, au fond de la magnifique vallée qui longe la Porohari River. On est de retour à Cave Creek. Cet endroit que j'ai trouvé juste extraordinaire, hors du temps. C'est une faille qui avait déjà été, mais ça a complètement changé par rapport à il y a 2 mois à cause des énormes pluies qu'il y a eu. L'eau est montée, le chemin est beaucoup moins praticable. On peut voir derrière moi, hein, là, on peut pas. Je suis passé du coup sur les rochers, sur le côté par là. Mais ça a tellement rien à voir. Il faut tellement toujours aussi beau. Après 2 bonnes heures de marche, on est enfin dans cette faille hors du temps dont je suis tombé amoureux. Allez, on se remet quelques jolies images pour la route, ça fait pas de mal. Trop content d'avoir pu retourner dans cet endroit magique.
Bon, je suis un peu dégoûté de repartir là. Je veux dire que c'est peut-être la dernière fois que je viendrai ici. J'ai envie de rester là. C'est fou. Et avant de reprendre la route, il nous reste assez de temps pour faire un tour à Punakaiki Cavern. Vraiment, j'adore me balader dans les souterrains et les cavernes juste au bord de la route comme ça, c'est vraiment cool. Et puis ça me permet de vous rappeler un truc, je sais pas si vous réalisez le nombre de paysages et de lieux différents que je vous montre depuis 5 épisodes maintenant, mais je vous rappelle que tout se passe en Nouvelle-Zélande. Ce pays, franchement, il me surprendra toujours, c'est la 2e fois que je le dis dans le film et je pense que c'est pas la dernière. On reprend notre périple vers le sud en faisant cette fois-ci un arrêt à Hokitika et ses eaux bleues qui descendent des glaciers. Et le soir, on décide de s'arrêter dormir près d'un joli lac. On reprendra la route demain après une bonne nuit de sommeil. Pour cette nouvelle journée, on se fait l'ascension du Franz Josef, le plus grand glacier de Nouvelle-Zélande, avec un temps bien meilleur que quand j'y suis allé il y a quelques mois. Ça reste toujours une bonne grimpe, mais les anciens ont bien suivi le rythme malgré les quelques passages où il faut escalader, mais il faut dire que dans un décor pareil, avec ses nombreuses rivières et ponts à traverser, ça motive bien pour aller jusqu'au bout. Après 3 heures de marche, on arrive à la plateforme finale avec la vue magnifique sur la vallée et le glacier. Et en repartant, on tombe encore sur un coucher de soleil dont seule la mer de Tasman a le secret. C'est vraiment difficile pour moi de m'en lasser. En continuant notre route vers le sud, on traverse les immenses cols des Alpes du Sud qui mènent à Queenstown. On y aperçoit quelques sommets enneigés et on voit même le plus haut free-camp de la Nouvelle-Zélande où j'avais dormi au tout début de mon road trip. Et maintenant, on descend encore plus au sud pour une expérience clé du road trip, un paysage que j'oublierai jamais, les Fiordlands. Et pour redescendre à Milford Sound, je reprends la même route magnifique avec son tunnel si emblématique à travers les immenses falaises de ces fjords. Bon, me voilà de retour dans les Fiordlands au milieu de l'automne pour faire la croisière. C'est toujours un paysage aussi époustouflant, juste c'est incroyable et j'ai extrêmement hâte. C'est l'un des trucs les plus connus, une des attractions touristiques les plus connues du pays. Donc j'ai vraiment hâte de faire ça. On va embarquer dans 10 minutes. Il y a un petit Weka qui court partout autour de moi. C'est vraiment super de revenir ici parce que finalement en fait on retombe pas sur les mêmes paysages. C'est vraiment un bonheur. C'est vraiment cool. Voilà, donc on va se retrouver sur la croisière dans une quinzaine de minutes. Allez, cette fois-ci on embarque pour une croisière qui part du fond d'un fjord au bout du monde, depuis un petit ponton entouré d'incroyables murs de pierre, ça s'annonce très très lourd. Et là les amis, naviguer sur le fjord de Milford Sound, c'est un truc hyper pesant, ces falaises vertigineuses qui s'élèvent à 1200 mètres de chaque côté, tu te sens écrasé dans ton tout petit bateau. En plus de ça, ça doit être le seul endroit qu'il faut visiter quand il pleut, parce qu'avec les pluies, les cascades sont démesurées, vous n'êtes pas prêts. On est sur la croisière depuis quelques temps déjà. Et vous pouvez voir avec les images que je vous balance, c'est vraiment extraordinaire. L'immensité du paysage, c'est impossible de retranscrire ça en vidéo. Je fais du mieux que je peux, mais il faut le voir pour le croire. C'est juste extraordinaire. On est devant la chute avec le débit de Milford, ça.
Franchement, je me rendrai jamais vraiment compte du nombre de cascades que j'ai vues, même en y passant des heures. C'est juste surréaliste vraiment. Quel coup de cœur cet endroit, on se sent extrêmement vivant en fait au milieu des vagues et des rafales, de la pluie, du vent et d'un déluge d'eau, bref, clairement dans mon top 5 du voyage. Là, on arrive derrière moi. Derrière moi, c'est la mer de Tasman. On est sur le bout du fjord en fait. Et c'est là où s'arrêtait le glacier à l'époque. Ça commence à bouger un peu. Ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est qu'il peut y avoir des vents qui vont jusqu'à 200-300 km/h ici. Donc c'est assez puissant. Là, on a de la chance, on a un temps plutôt calme, même s'il commence à y avoir quelques vagues. Aujourd'hui, pour refaire la Hooker Valley Track, mais cette fois-ci avec de la neige. Ça va être sympa, il fait 1 ou 2 je crois. On va monter un peu, donc il va faire encore un peu plus froid. Et ça va être sympa, on va retourner au lac avec les petits icebergs. Cette rando, c'est vraiment un incontournable pour moi. Le Hooker Valley Track, situé dans le parc national du Mont Cook, c'est aussi une pépite. J'ai fait la rando en été, mais là, on passe dans un autre monde. En hiver, le sentier se transforme en sorte de paradis blanc. Les montagnes majestueuses sont recouvertes d'une épaisse couche de neige et les ruisseaux gelés ajoutent une touche féerique au paysage. En plus, il y a beaucoup moins de monde, on se sent rapidement dans sa petite bulle. Et la récompense au Hooker Lake, je vous laisse juger par vous-même. Les fameux passages au Liquorland obligatoires toutes les semaines. Et oui, avant de préparer un bon repas, on rate jamais une occasion de prendre l'apéro. Ensuite, on se fait griller un bon steak pour se réchauffer en partageant un bon vin des Marlboro. Après cette bonne soirée, on va se coucher, on doit commencer à remonter vers Auckland pour l'avion du retour. Le lendemain, on se retrouve sur les hauteurs de Christchurch, la capitale de l'île Sud. J'avais déjà pas mal visité avant, donc je suis resté au camping-car pour faire un peu de montage pendant que Michel et mon père se baladaient. Pour ce soir, on se fera plaisir avec une bonne sauce aux champignons. Remarquez que j'ai beaucoup fait à manger dans le camping-car parce qu'après 5 mois dans la voiture, ça m'avait un peu manqué. En remontant, on s'arrête à Kaikoura pour tenter d'apercevoir des lions de mer, et comme prévu, on tombe sur une immense colonie. Ici, les Sea Lions règnent en maître, mais ça n'a pas toujours été le cas. Leur présence très nombreuse a favorisé la chasse jusqu'au point où ils ont failli disparaître. Maintenant, ils sont protégés partout, et c'est tant mieux parce que moi, franchement, je les adore. Cette fois-ci, il est temps de quitter South Island pour de bon. C'était la dernière fois du road trip que je mettais les pieds sur cette île, cet endroit qui m'aura émerveillé tout au long du voyage. Ce qui est sûr, c'est que j'y reviendrai, je sais pas quand, mais c'est sûr que j'y reviendrai. Bon, avant que les anciens rentrent à Auckland, on a décidé de passer par la côte ouest de l'île Nord et d'aller faire un saut au mont Taranaki. Donc on est à la plateforme au car park le plus haut, le plus près du sommet, on est à 1200 mètres. Il est à 2006 je crois. Malheureusement, comme beaucoup, comme souvent dans cette période en Nouvelle-Zélande je crois, hein, le sommet est dans les nuages, donc on le voit pas malheureusement, hein. Derrière moi. Comme au Mont Cook, hein, comme à Tongariro. Regarde la vue derrière, c'est très sympa. On voit quand même c'est vraiment un cône, hein. Le volcan, dernière éruption de 250 ans. Il est toujours en activité.
Le mont Taranaki, c'est le deuxième sommet de Nouvelle-Zélande après le mont Cook, à 2500 mètres. C'est un sommet emblématique ici avec une importance culturelle énorme, la zone est complètement protégée et c'est magnifique. Incroyable, maintenant que je finisse la vidéo, on a quand même une bonne partie du sommet. Il reste encore. Maintenant les amis, c'est le moment de clore ce 5e épisode et de remercier mes compagnons de voyage avec qui j'ai pu partager une expérience que j'oublierai pas. On a traversé ensemble la Nouvelle-Zélande, maintenant c'est l'heure du retour, mais pas pour moi, on se voit bientôt pour l'épisode 6. J'aurai enfin l'honneur de vous présenter le lieu le plus extraordinaire que j'ai pu voir de mes propres yeux, le Tongariro.